bienvenue à tous. Donc, c'est le 13-14. On va faire ça officiellement comme des présentateurs. Bienvenue à ce 13-14 du comité du Haut-Rhin de la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, on est le 30 septembre, la veille du 1er octobre, et donc on va évidemment vous parler d'Octobre Rose. Je vais laisser mes collègues vous parler des chiffres et vous parler du dépistage. Je vous retrouve à la fin du webinaire, suivant le temps qu'on aura pour vous parler plus ou moins longuement des missions de la Ligue. Mais en attendant, bon webinaire à toutes et à tous. Et je laisse la parole à Marie-Josée. Donc, effectivement, le mois d'octobre arrive et on s'y prépare. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est effectivement de refaire un point sur les chiffres et les facteurs de risque, de vous parler évidemment du dépistage précoce pour mieux guérir, de la Ligue, et puis, bien entendu, de répondre à vos questions. Alors, on va démarrer avec le cancer du sein, les chiffres et les facteurs de risque. Et auparavant, vous êtes habitués, c'est un webinaire, donc vous allez devoir aussi participer. Donc, on va vous lancer un premier questionnaire avec une première question. Donc, on l'affiche. Vous avez le temps de réfléchir et de répondre. Je dis ça, c'est juste pour me permettre de gagner le temps de l'ouvrir. Voilà. Et je fais le choix de la première question. Et je le lance à vos souris, à vos claviers. On vous laisse répondre à ces deux questions. La première. Le cancer du sein touche une femme sur 5, une femme sur 8 ou une femme sur 10. Et puis, deuxième question, quel est le pourcentage de cancer du sein déclaré après 50 ans selon vous? Est-ce que c'est 40% des cancers, 60% des cancers du sein ou 80% des cancers du sein qui sont déclarés après 50 ans? N'hésitez pas à répondre aux deux questions, anonyme. Et le but du jeu, c'est presque de se tromper, comme ça nous fait des choses à dire et ça nous montre qu'on peut bien organiser ce webinaire. Vous avez été déjà quelques-uns à réagir. Un peu de tout sur la première question, un avis un peu plus tranché sur la deuxième. Je vais mettre ça en sondage pour vous l'afficher. C'est pour une personne. Hop. Et je vous partage les résultats que mes collègues vont commenter. Alors, effectivement, quelques petites erreurs, mais c'est une femme sur 8 qui va être touchée par un cancer du sein après 50 ans. Et donc, ça représente quand même 80% des cancers du sein sont donc déclarés après 50 ans. Ce qui explique la périodicité, on va dire, du dépistage. Alors, on va effectivement parler d'Octobre Rose, parce que Octobre Rose, c'est la campagne annuelle de communication qui est destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, à le prévenir et à collecter des fonds pour la recherche, justement pour venir en aide à toutes ces personnes qui sont touchées par un cancer. Alors, le cancer du sein en chiffres. Aujourd'hui, il faut savoir qu'annuellement, il y a plus de 61 000 femmes qui sont touchées chaque année par un cancer du sein. Il y a encore pas loin de plus de 12 700 décès par an. Et pour la femme, c'est la première cause de mortalité par le cancer. Par contre, ce qui est plus réjouissant, on va dire, c'est qu'il y a quand même pour 88% des personnes touchées un taux de survie net standardisé à 5 ans des femmes diagnostiquées entre 2010 et 2015. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau des traitements, plus ils sont démarrés précocement et meilleurs sont les résultats pour retrouver une vie plus ou moins normale. Pour le Haut-Rhin, on a en moyenne 665 nouveaux cas par an de cancer du sein. On l'a dit tout à l'heure, c'est une femme sur 8 qui sera concernée au cours de sa vie par rapport à un cancer du sein. Alors, il y a un certain nombre de facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas jouer, effectivement. Donc, il y a l'âge. À partir de 50 ans, le risque d'avoir un cancer du sein est plus élevé. Il est de l'ordre de 80%, donc c'est un facteur clé, on va dire. Il y a un autre facteur, c'est le fait d'être une femme, puisque 99% des cancers du sein
apparaissent chez la femme, seul 1% concerne les hommes. Et enfin, il peut y avoir des prédispositions et des antécédents familiaux. Là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'actions, donc ça peut être des antécédents personnels de cancer du sein, du cancer de l'ovaire, de l'endomètre ou certaines autres affections. Ça peut être des antécédents familiaux, des prédispositions génétiques ou héréditaires, et aussi la prise de traitements hormonaux de substitution lors de la ménopause. Donc, à discuter avec son médecin, toujours quand on est dans un de ces cas, pour avoir des suivis plus spécifiques et ciblés. Ensuite, il y a un autre cas encore, c'est l'exposition à des radiations médicales avant 30 ans. C'est un des cas assez précis, on va dire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels on ne peut pas agir énormément. Par contre, il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels on a vraiment un levier d'action. Ça va être tout d'abord l'alcool. La consommation d'alcool est la première cause de survenue cause évitable de survenue d'un cancer du sein. Et l'alcool, vraiment, il n'y a pas de dose minimum. Dès qu'on commence à consommer de l'alcool, dès le premier verre, il y a un risque. Plus on augmente la consommation, plus on augmente le risque, bien entendu. Ensuite, un autre facteur sur lequel il faut essayer de travailler, c'est le surpoids et l'obésité, qui va de pair avec l'alimentation déséquilibrée, le manque d'activité physique. Donc, les trois ont un impact, on va dire, défavorable sur le cancer du sein. Par contre, je pense que si on est en surpoids ou en obésité, le but, c'est pas de se faire maigrir à la sauvage. Il vaut mieux équilibrer son alimentation, éviter tout ce qui est très sucré, très gras, et puis équilibrer ses repas. Ensuite, autre facteur de risque, c'est le traitement hormonal et la pilule, qui est quand même responsable de 2704 cancers en moyenne par an. Le tabac, qui lui aussi a une incidence importante. Et puis, les deux autres, je les ai déjà cités. Et effectivement, le fait de travailler sur ces facteurs de risque modifiables pourrait permettre d'éviter environ 20 000 cancers par an. Donc, c'est non négligeable et on peut tous se prendre en main. Après, il ne faut pas vouloir tout changer du jour au lendemain, mais on peut mener des petites actions qui, au fur et à mesure, vont vraiment être bénéfiques pour notre santé en général et pour éviter un certain nombre de cancers et d'autres pathologies. Alors, comme on l'a vu, le facteur, alors là, c'est plus général. On a l'ensemble des facteurs de risque qui vont favoriser l'apparition de cancers. Donc, le tabac, l'alcool en première position, l'alimentation déséquilibrée, le surpoids, certaines infections, notamment les infections au HPV, papillomavirus, qui peut provoquer le cancer du col de l'utérus et les autres expositions. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, le cancer du foie, comme on l'a vu, le cancer du sein, pardon, comme on l'a vu, est vraiment lié à la consommation d'alcool. Donc, la consommation d'alcool augmente énormément. Et l'autre point, ça va être le surpoids, l'obésité. Donc, on peut continuer. Donc, on peut effectivement agir sur nos modes de vie. On a vu qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque. Je ne les reprends pas, on les a cités. Mais il y a aussi des facteurs de protection. Le fait de consommer régulièrement, quotidiennement, une bonne quantité de fibres qu'on trouve dans les fruits et légumes, dans les légumes secs, tout ce qui est pois chiches, lentilles, flageolets, mais aussi la consommation de produits céréaliers complets de manière régulière vont vraiment améliorer l'équilibre alimentaire. La consommation de 2 produits laitiers par jour est également très favorable et protecteur. De même pour la consommation de poissons. L'idée, c'est vraiment de consommer une fois par semaine au moins un poisson gras et un poisson maigre qui vont aussi être bénéfiques. Pareil, dans la consommation des huiles, il faut préférer pour la cuisson l'huile d'olive. Pour tout ce qui est crudité, on va plutôt prendre l'huile de colza ou de noix, riche en oméga 3.
Il est conseillé aussi de consommer régulièrement des fruits à coque, non salés, non sucrés. Et puis, bien entendu, l'activité physique reste quand même un élément très protecteur par rapport au cancer du sein, mais également par rapport aux autres pathologies. Et je vais passer la parole à Catherine qui va prendre le relais. Merci. Avec un petit quiz à nouveau de démarrage. Est-ce que tu veux le lancer, Thomas, ou Je vais le lancer avec grand plaisir. C'est parti. À nouveau, 2 petites questions. Ça vous laisse le temps de vous préparer, de prendre votre petite souris dans votre main habituelle, d'être prêt pour les questions. Et c'est parti. Donc, 2 questions qui concernent cette partie-là. Donc, le dépistage organisé du cancer du sein est-il recommandé à partir de 50 ans tous les ans? Donc, un vrai faux. Et deuxième question, en plus de la mammographie dès 50 ans, que puis-je effectuer? Donc là, plusieurs propositions possibles. Faire vacciner les enfants de 11 à 14 ans contre les HPV, le suivi gynécologique pour une palpation par un professionnel et la réalisation d'une frottis, moto-surveillée, faire le dépistage du cancer colorectal, veiller à une bonne hygiène de vie ou ne rien faire, et puis rester chez soi. Petit indice, ce n'est pas la bonne solution. C'est vous qui voyez, mais en tout cas pas dans notre contexte, c'est vrai. Donc voilà, plusieurs possibilités. La deuxième est un tout petit peu complexe. On s'est dit qu'à force, on augmente un peu le niveau parce que vous êtes bien informés. Est-ce que tout le monde a répondu? Donc je vois qu'on est Voilà, 10 à c'est présent. presque là. Donc, ce qui est bien, c'est que les deux réponses, il y a un peu de tout. Donc, tu vas avoir de quoi commenter, Catherine. Je me fais un sondage. Je vais vous partager le résultat. 50-50, très bien. Donc, pour la première question, donc il y avait un petit piège, hein, donc c'est pas tous les ans, mais tous les 2 ans. Je vais revenir dessus sur du coup les modalités du dépistage organisé. Et la deuxième question, évidemment, hein, il y a bien sûr la mammographie, on va en parler juste après, mais bien sûr d'autres choses qu'on peut faire avant, pendant et après. Donc la première, si vous êtes parent, évidemment, de penser à faire vacciner les enfants, ou si peut-être vous l'êtes aussi parmi les participants. Le suivi gynécologique, hein, une palpation professionnelle évidemment. Moto-surveillée, on va rentrer dans le détail tout à l'heure de ce qu'il faut repérer et comment. De bien sûr faire le dépistage du cancer colorectal qui fait partie des cancers féminins, hein, on le répétera jamais assez. Et de veiller, Marie-Josée vient de bien insister sur cette partie, à une bonne hygiène de vie qui reste quand même un élément sur lequel on peut agir dès tout petit et dès le plus jeune âge. Donc merci à tous pour la participation et sans plus tarder, on rentre dans l'explication du dépistage que à force on entend, mais comme vous le savez très bien, les chiffres sont toujours encore aussi mauvais, même s'ils augmentent un petit peu. Mais aujourd'hui, sur le nombre de femmes qui doivent réaliser la mammographie, on est toujours un peu moins de la moitié qui réalisent la mammographie aujourd'hui. On est un tout petit peu meilleur dans le Grand Est, mais on va pas le dire trop fort parce qu'on aimerait atteindre le 100%. Et des dispositifs comme Menta Santé, par exemple, permettent cela également, que vous avez peut-être déjà vu. Donc, comment ça se passe dans les faits? Le dépistage du cancer du sein, il s'effectue bien à partir de 50 ans et tous les 2 ans. Pourquoi tous les 2 ans? Pourquoi pas tous les ans? Alors ça, déjà de 1, le délai de tous les ans est à contrôler avec un médecin lorsque vous avez des antécédents familiaux personnels, comme le citait du coup tout à l'heure Marie-Josée. Mais si tout va bien... Oh, j'ai un écho. Bon. Mais si tout va bien, vous rentrez dans un dispositif classique du dépistage organisé. Donc, sans symptômes, ni antécédents familiaux ou personnels. Et c'est tous les 2 ans, tout simplement parce que ça reste des rayons X et que les modalités du prorata entre bénéfices et risques est déterminé à 2 ans. Donc, ça, c'est pas nous, mais c'est vraiment des recherches approfondies. Et la mammographie est un excellent moyen, le meilleur moyen de repérer un cancer du sein s'il y en a un, et la plupart du temps, on le verra, il n'y en a pas, et il est complété par une palpation et parfois par une échographie
Attention, l'échographie, elle va se faire si éventuellement il y a un doute ou souvent aussi lorsqu'il y a une densité importante, voilà, selon la taille des seins, le volume, etc., elle pourra être complétée par une échographie. La palpation, elle est normalement obligatoire. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait relever lorsqu'une mammographie est réalisée. On a des fois voilà, quelques retours, ou en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fait partie théoriquement de l'examen clinique. Donc, il se réalise bien évidemment chez un radiologue agréé. Voilà, c'est indolore, ça dure à peu près 15 minutes. Donc, c'est pas un moment évidemment de plaisir, mais aujourd'hui, les techniques ont quand même évolué et les machines vont libérer le sein dès que le cliché est réalisé. Donc, le manip radio ne reste plus voilà, pendant quelques secondes ou minutes, mais c'est un moment voilà, qui est vraiment fortement utile par rapport à la gêne qui peut être occasionnée. 2 clichés sont réalisés donc du sein et on a des recommandations voilà, pour faire des recommandations sont plutôt ciblées par le CRCDC. De vous mettre à l'aise, pas mettre de bijoux, voilà, ça reste une radio, donc vous mettez dans les conditions pour effectuer une radio. Et voilà. Donc on va rentrer dans le détail de l'invitation et du cliché juste après. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le 1er janvier 2024, quelques modifications ont été faites. Auparavant, Eve, ADEMAS et ADK sont devenus ensuite le CRCDC Grand Est, enfin pour nous le Grand Est, et qui s'occupait jusqu'au 1er janvier des courriers d'invitation pour le col de l'utérus, le colorectal et le cancer du sein. L'invitation à la mammographie. Aujourd'hui, les choses se sont plus ou moins simplifiées parce que tout le monde voilà, connaît l'assurance maladie, peut du coup accéder de près ou de loin via le compte Amélie, mais surtout l'assurance maladie a vraiment des moyens, on va dire, de suivre et d'appeler, c'est ce qu'ils font régulièrement, d'appeler des personnes dont ils savent qu'ils n'ont pas fait le dépistage dans les temps et vont pouvoir assurer vraiment un suivi. Donc, les relances au dépistage sont désormais dématérialisées et déposées sur un compte, le compte d'Amélie. Les patientes qui ne disposent pas de compte Amélie vont recevoir des relances par voie postale sans les étiquettes. Et si la personne ne dispose plus de son invitation, il ne faut pas qu'elle attende voilà, d'en recevoir une nouvelle 2 ans après, qu'elle s'adresse à la CPAM, donc à l'assurance maladie au 36 46 pour recevoir une nouvelle invitation et qu'on lui indique la démarche à suivre. Les médecins traitants aujourd'hui disposent aussi maintenant d'une liste sur Amélie Pro des patients qui n'ont pas réalisé leur mammographie. Donc, ils peuvent aussi être une excellente porte d'entrée pour inciter à réaliser la mammographie. Donc, quand je reçois mon invitation, je prends mon téléphone et j'appelle directement pour avoir un rendez-vous le plus rapidement possible chez un radiologue agréé. Ensuite, le radiologue va me donner un premier résultat que je récupère, ou en tout cas on me communique. Et le gros avantage du dépistage organisé, qui n'est pas le cas d'un dépistage individuel, c'est celui de la double lecture. Donc le dossier est renvoyé au CRCDC pour relire une seconde fois le cliché. Et voilà, je crois que dans 10% des cas, on relève voilà, une anomalie à consulter dans le cas de la deuxième lecture. Voilà. Je reçois bien sûr mes résultats, pas de panique. Le médecin déterminera le protocole si quelque chose est suspect. En tout cas, voilà, il y aura un appel téléphonique qui sera effectué dans ce cas-là. Et si tout va bien, évidemment, je recommence mon dépistage 2 ans après. Donc, je ne reviens pas dessus, voilà, sur ce qu'on vient de dire. Le radiologue délivre le premier résultat. La seconde est analysée toujours et encore par le CRCDC. C'est eux qui envoyaient, je vous le disais tout à l'heure, qui envoyaient les courriers d'invitation. Aujourd'hui, ils suivent plutôt les patients qui sont positifs et qui font encore du coup la double lecture. Voilà. Donc, je l'ai bien dit, si une anomalie est détectée, attention, ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Il faut tout simplement attendre, suivre le protocole qui sera ensuite déterminé avec le médecin en question. Voilà.
Donc, si vous avez dans l'entourage, où vous travaillez pour des structures où il y a des publics plutôt réticents à faire la mammographie, ou même des fois tout simplement dans notre entourage proche, bah, ces chiffres-là sont quand même vraiment importants à ressortir. Parce que souvent, les femmes ont peur. Alors, il y a plusieurs freins à la mammographie, hein, celui d'avoir mal, celui voilà, de la problématique aussi de prendre des rendez-vous aujourd'hui chez un radiologue qui peut en dissuader certaines. Et aussi, bien évidemment, la peur d'apprendre voilà, que quelque chose est détecté. Ces chiffres-là sont vraiment rassurants et d'autre part, on vous le dira, hein, même si voilà, c'est cette femme dépistée positivement après une mammographie, même si elles le sont dans un délai très court, et ben c'est autant de chances de guérison, on va le voir après. Donc sur 1000 femmes dépistées, 910 vont repartir chez elles, tout va bien, on se revoit dans 2 ans et on continue de se surveiller entre-temps, parce que 2 ans, voilà, il y a quand même un petit peu de temps. Et sur les 1000 femmes, il y a 90 pour lesquelles on va détecter une anomalie. Ça ne veut pas dire un cancer, encore une fois, mais voilà, on suspecte quelque chose, il faut contrôler. 83% de ces femmes-là sur les 90, finalement, c'est pas un cancer et on va poursuivre l'examen complémentaire par la suite, tous les 2 ans. Et pour cette femme, eh bien, il y aura un contrôle qui aura permis de déceler un cancer à temps et qui permettra de prendre en charge le plus rapidement possible ces 7 personnes qui seront très bien accompagnées. Donc, sur 1000 personnes, 993 rentrent chez elles et tout va bien et refont leur examen 2 ans après. Donc, pourquoi ça démarre à 50 ans? Marie-Josée l'a bien dit, vous avez répondu, je crois, très justement, parce que 80% des cancers du sein se développent après l'âge de 50 ans. Même si aujourd'hui, c'est vrai, on constate de plus en plus de gènes, donc on a l'impression que le nombre de cancers du sein voilà, arrive dans des populations de plus en plus jeunes. En réalité, oui, dans toutes les tranches d'âge, le cancer du sein augmente. Mais pour autant, l'âge médian n'a pas changé, il est toujours de 64 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, il a été question d'avancer le dépistage à 45 ans. L'année dernière, c'était en débat, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Il n'y a pas de preuve que ça vaut la peine, entre guillemets. Et donc, 50 ans reste toujours encore l'âge à partir duquel on fait le dépistage. Il permet, c'est l'examen clé qui permet de s'assurer et de détecter le plus tôt possible une éventuelle anomalie, un cancer avant l'apparition de symptômes, parce qu'on ne le répétera jamais assez. Souvent, il n'y a pas de symptômes, même s'il peut y en avoir, on va vous les montrer après. Mais voilà, souvent, quand les symptômes sont là, c'est que le cancer est déjà installé ou que voilà, on aurait pu peut-être le repérer avec une mammographie avant. 60% des cancers du sein sont détectés à un stade précoce et 7,3 le sont à un stade métastatique. La détection d'un cancer du sein permet du coup de limiter les séquelles et 99 femmes sur 100 ayant un cancer du sein seront en vie après 5 ans après le diagnostic. Donc, pour favoriser une détection précoce, plusieurs actions existent. Vraiment, le message clé aujourd'hui, c'est plutôt, voilà, il faut faire les examens, c'est important, parce que si on repère rien, tant mieux, évidemment, c'est ce qu'on souhaite, mais si on repère quelque chose à temps, c'est l'idéal pour retrouver une qualité de vie, conserver sa qualité de vie, son travail, un environnement du coup professionnel et personnel le mieux possible et d'être le mieux accompagné sans trop de répercussions. Donc, pour favoriser cette détection précoce, on peut du coup démarrer un examen clinique dès l'âge de 25 ans par un professionnel du coup de santé, de consulter un médecin en cas de changement au niveau des seins, d'avoir un suivi particulier des patientes à sur-risque et d'effectuer sa mammographie tous les 2 ans lorsqu'on n'a ni symptômes ni facteurs de risque autres que l'âge. Après 74 ans, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, on a souvent des questions par rapport à ça. Le dépistage n'est pas abandonné, mais il devient individualisé. C'est pas le dépistage qui s'arrête à 74 ans, c'est le dépistage organisé. C'est pas pareil. C'est juste que pour plusieurs raisons, l'assurance maladie arrête d'envoyer des courriers à l'âge de 74 ans
Et dans le dernier courrier, lorsqu'on le lit bien, il est bien indiqué que les femmes et les hommes pour le colorectal sont invités à poursuivre de manière individualisée en ayant une ordonnance les dépistages. Donc ça, c'est aussi important de le signaler. Et là, les modalités de suivi vont être spécifiques d'une femme à l'autre pour la mammographie, selon les antécédents, selon aussi des fois d'autres maladies ou d'autres pathologies qui peuvent survenir à partir de certains âges. En tout cas, quoi qu'il arrive, la mammographie reste le seul moyen, le seul test efficace pour repérer le mieux possible l'apparition d'un nodule, comme on les appelle, le plus tôt possible et de le soigner le mieux possible également. Donc, les bons réflexes à adopter. Donc, comment ça se passe? J'ai moins de 50 ans ou je suis entre deux mammographies ou j'ai plus de 74 ans. Et ben, aujourd'hui, on vous parle beaucoup de l'autosurveillance. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Elle est conseillée. Attention, ça n'enlève en rien un geste fait par un professionnel, d'où l'importance de faire son suivi chez une sage-femme, un médecin ou un gynécologue, déjà pour faire le frottis, évidemment, mais aussi pour avoir une palpation par un professionnel. Là, attention, on ne rajoute pas de pression inutile. L'idée, c'est pas de se dire, voilà, je suis à partir d'aujourd'hui un spécialiste, je prends du temps à me palper si je loupe quelque chose, voilà, ça me met la pression. Voilà, on prend le temps. L'idée, c'est de se connaître. C'est ça qu'il faut savoir en priorité et qu'on dit notamment aux jeunes adultes, hein, à partir de 20 ans, 20-25 ans. On n'est pas des spécialistes, mais il faut se connaître. Comment savoir si mes seins ou tout changement est apparu si je ne me suis jamais moi-même analysée? Et le mieux, bien sûr, pour bien se connaître et se scanner, entre guillemets, c'est la régularité. D'où le fait que l'autosurveillance est recommandée tous les mois parce que c'est comme ça qu'on arrive à repérer tout changement. Si on fait une fois par an, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça n'enlève en rien la mammographie. Attention, on a aussi souvent des retours, des gens qui disent « mais je comprends pas, j'ai fait ma mammographie il y a 6 mois et pourtant, en me surveillant, j'ai repéré un nodule. » Ok, c'est pas que la mammographie n'a pas fonctionné, hein. Une mammographie permet de repérer un nodule qui fait à peu près 4 mm. À la palpation, lorsqu'on se palpe soi-même ou un professionnel de santé, on va repérer quelque chose plutôt de l'ordre de 1 cm. Si au moment de la mammographie est un cliché à un instant T, votre nodule faisait par exemple 2 mm, bah, à la mammographie, on ne le voyait pas. Vous le repérez avec une palpation d'à peu près 6 mois après, mais c'est pas trop tard, c'est très bien. Heureusement qu'il y a eu l'autosurveillance et c'est parfait. On fera la biopsie, on regardera si le nodule est bénin ou malin, etc. Donc, comment ça se passe pour s'auto-surveiller? Le mieux, c'est face à un miroir, sinon on voit rien, c'est mieux. Et on va repérer quelques signes qui peuvent alerter. Donc, il y a l'écoulement du mamelon, qui est un des premiers éléments. Le changement de la forme du sein. Attention, si on sait qu'on a un sein plus gros que l'autre, c'est pas un changement clinique, hein, c'est plutôt vraiment le sein tombe ou est rétracté et c'était pas comme ça auparavant. Une rougeur persistante ou ce qu'on appelle l'effet peau d'orange, hein, donc vraiment comme une peau d'orange, ou une rétractation de la peau aussi à un endroit spécifique du sein. La rétractation du mamelon aussi, comme s'il était aspiré un peu vers l'intérieur et une grosseur qui pourrait apparaître. Donc ça, c'est des symptômes, on va dire, physiques qu'on voit vraiment à l'œil nu. Et après, bien sûr, ce dont je vous parlais, le fameux nodule qui peut être bénin ou malin, hein, qui peut aussi être un simple kyste, hein, que vous ne pourrez pas déterminer hein, lorsqu'on fait une palpation. Bah, la palpation va permettre de repérer ça. Donc, comment ça se passe? On utilise les 3 doigts du milieu de la main et on effectue une pression quand même assez importante. Parce que si vous palpez juste en simple petite caresse, on va pas sentir grand-chose, mais il faut pas non plus effectivement se faire mal. Donc je palpe avec les 3 doigts du milieu de la main et je vais effectuer des mouvements circulaires sans oublier aucune zone. En fait, mieux vaut se prendre un peu le temps de se dire je n'oublie pas de zone, c'est important. Plutôt que voilà de le faire vite fait et pas trop régulièrement. Donc, mieux vaut se prendre le temps pour le faire. Donc, attention, la zone du sein, c'est pas uniquement la partie qu'on va voir, donc le volume du sein, il va remonter jusqu'en haut de la clavicule et en dessous des aisselles. Pour celles et ceux qui ont déjà fait une palpation chez un professionnel de la santé, il va nous chatouiller sous les aisselles et nous palper un peu entre les côtes et sous la clavicule. C'est en raison des ganglions sentinelles, hein.
Donc, on palpe bien l'intégralité de cette zone-là, un sein et puis l'autre. Et on pince le mamelon. On répétera jamais assez que l'autosurveillance et la palpation ne doivent absolument pas se substituer à la mammographie. Ils sont complémentaires en fonction de l'âge et du niveau de risque de chaque femme. Et bien évidemment, tout ça se fait uniquement lorsqu'on est en bonne santé et qu'il n'y a pas un accompagnement individualisé dans le cadre du coup des différents antécédents cités par ma collègue. Sentir quelque chose n'est pas forcément signe d'un cancer, mais nécessite toujours un conseil médical. N'attendez pas. Si l'année prochaine vous avez votre mammographie, attendez pas un an. Allez consulter. Tant mieux si c'est rien et que c'était un kyste ou bien quelque chose d'autre, mais n'attendez pas et allez prendre un rendez-vous pour surveiller ça. Aussi, bien entendu, hein, le mois d'octobre est souvent ciblé sur le cancer du sein, mais les cancers féminins englobent bien plus que le cancer du sein. Et pour le coup, pour vraiment vous assurer un package complet d'un suivi vraiment optimal, on va dire, hein, à partir de 25 ans, on va non seulement avoir cette palpation par le professionnel, mais on va aussi démarrer les consultations du coup de frottis pour repérer le dépistage du cancer colorectal. Pardon, du cancer du col de l'utérus, c'est pas ça. Et bien évidemment complété par la vaccination HPV, hein, donc le papillomavirus, qui est responsable aujourd'hui de plus de 7000 cancers, et notamment le plus connu, entre guillemets, c'est le col de l'utérus. Donc, possibilité de vacciner de 11 à 14 ans jusqu'à 19 ans. On vient ajouter à ça, bien sûr, l'autosurveillance dont on vient de parler, la mammographie et l'hygiène de vie dont il faut prendre soin chaque jour. Et je réalise le dépistage colorectal dans les mêmes modalités. Petit schéma effectivement récapitulatif qu'on aime bien toujours vous montrer, qui reprend l'intégralité des dépistages organisés qui existent aujourd'hui. Le sein que Thomas est en train de vous montrer et le colorectal sont dans les mêmes modalités. Donc ça vous permet d'avoir un bon moyen mémotechnique, 50, 74 ans tous les 2 ans. Voilà, pour le colorectal, vous pouvez, si vous avez un compagnon, voilà, vous mettre dans le même calendrier du coup qu'il y a le test colorectal à faire parce que c'est pour les hommes et les femmes. Et puis, pour les femmes, nous avons les 3 dépistages à réaliser, le frottis et la mammographie. Si vous y pensez, prenez rendez-vous aussi chez un dermatologue ou faire contrôler votre peau par un médecin. Et pour les dépistages organisés, 9 chances sur 10 de guérir grâce au dépistage. Donc, ils sauvent des vies et ils sont gratuits. Si vous le souhaitez, donc ça, c'est des petites ressources utiles. Les vidéos sur l'autosurveillance, elles sont sur YouTube. Vous tapez autosurveillance vie contre le cancer, vous tombez sur 2 superbes vidéos qui peuvent vous aider à vous remémorer ce qu'on vient de dire. Si vous avez envie de parcourir de manière plus ludique ou avec, voilà, si vous avez des enfants ou des choses, des personnes avec qui vous aimeriez plus partager les infos de manière ludique. On a des chouettes escape games sur le sein, le colorectal et HPV. Et ensuite, bien sûr, des ressources Internet. On vous invite toujours à aller consulter des sites fiables et scientifiquement prouvés, évidemment. En résumé, donc le dépistage permet de sauver des vies. Il est simple, gratuit, 90% de chances de guérison. Pourtant, aujourd'hui, on a encore beaucoup de freins et pas assez de monde qui le fait. Donc, prenez soin de vous, faites-vous dépister, faites passer le message à vos filles, amis, collègues et tout l'entourage. Et ça, c'est notre nouvelle campagne du coup de cette année, vraiment très voilà personnalisée, très douce et qui encourage vraiment voilà. Aujourd'hui, on soulève ces tabous, on parle, on s'assure de prendre soin des uns et des autres et voilà de rentrer le dépistage dans son calendrier comme tout autre événement dans l'année. Merci Catherine, merci Marie-Jo. Donc, on voulait vraiment commencer par l'essentiel de ces messages-là à retenir, que mes 2 collègues ont très bien expliqué, très bien développé. Vos 2 armes principales quand on cherche à se battre contre le cancer du sein, c'est le recours au dépistage systématique, 9 chances sur 10 de sauver ses vies, de guérir d'un cancer du sein quand on se fait dépister et quand on a le suivi qu'il faut et que Catherine vient de bien vous détailler chez votre professionnel de santé
et aussi vous-même de votre côté avec l'autosurveillance et les bons réflexes pour bien se connaître, mieux se connaître et du coup mieux détecter les changements qui apparaissent dans son corps le plus tôt possible. Le dépistage, c'est la meilleure arme. Vous allez détecter tôt, soigner tôt et du coup guérir le mieux possible. Un cancer qui est détecté avec des symptômes va guérir 6 fois sur 10. Un cancer qui est dépisté va guérir 9 fois sur 10. Donc le choix, il est vite fait. Tout est là pour vous convaincre. Et Marie-Jo a également rappelé l'importance de la prévention. 40% des cancers évitables hein, entre nos mains, avec nos modes de vie. Bien sûr, on peut espérer que la recherche fasse des progrès, mais l'essentiel, c'est entre nos mains, avec nos modes de vie, l'alimentation, l'alcool pour le cancer du sein, on l'a rappelé, hein, mais également l'alimentation, l'activité physique sont les deux grandes armes, les deux grands piliers que vous pouvez utiliser. On va finir avec des petits rappels de la mission de la Ligue, qui vous permettent aussi de voir pourquoi nous on se bat hein, au quotidien hein, avec les grandes missions que vous connaissez certainement en grande partie, notamment celle du financement de la recherche. La Ligue contre le cancer, on le répète à chaque fois, mais c'est une fierté pour nous, hein, c'est le premier financeur privé, la recherche cancérologie en France. Évidemment, toutes les actions qu'on fait vers les malades et vers les proches, au quotidien, dans tous nos centres, dont on vous affiche la carte juste à côté, les malades et les proches sont les bienvenus dans tous nos espaces. Vous voyez qu'il y en a de plus en plus hein, à Colmar, dont on vous parle avec Marie-Jo, à Mulhouse, où est Catherine, avec également au sein du GHR un espace qui était auparavant l'espace de rencontre et d'information, qui s'appelle maintenant Au fil de la Ligue, où vous trouverez des bénévoles pour vous renseigner, vous informer. Et aussi les permanences qu'on a tout au sud du département, à Folgensbourg, le point Ligue, et à Alkirch, des permanences également au sein du pôle médico-social des Tilleuls. Donc, tous ces espaces-là sont là pour vous accueillir. Si vous êtes touché par la maladie, si vos proches sont touchés par la maladie, si vous êtes un aidant, il faut pousser nos portes. Hein. Vous verrez là-bas des gens qui sont prêts à vous accueillir de façon totalement gratuite, pris en charge intégralement grâce aux dons. Je le rappelle aussi parce que vous voyez fleurir un peu partout des gens qui proposent le même type de services qu'on peut offrir, mais qui vont faire payer à des malades des soins que nous, on va dispenser gratuitement. Des soins de support, des soins de bien-être. On va également faire des interventions comme aujourd'hui, rappeler l'importance de la prévention, du dépistage et de la prévention, accueillir plus de 700 personnes par an pour parler de tout ça et aussi aller dans les écoles avec mes collègues Catherine et Marie-Jo en grand public tout le week-end. Vous avez très peu de chance d'échapper à nous voir, hein, parce qu'on sera tous les week-ends de sortie sur tous les événements du Haut-Rhin, toutes les grandes courses, les grands événements. On était au Mulhousiennes il y a 2 semaines. On sera à Tannes, à Cernay, à Colmar, à Rombach, un peu partout, en tournée, près de chez vous. Et puis également, on rappelle la mission de défense des droits des usagers, hein, la 4e mission de la Ligue, notamment récemment encore se battre pour le droit à l'oubli des gens qui ont eu un cancer et qui voudraient accéder à la propriété comme n'importe qui. Bah, la Ligue se bat aussi pour la défense de ces droits-là. Ce qui nous permet, nous, service prévention, hein, tous les 3 réunis devant vous, d'intervenir sur tous les facteurs de risque, on en a parlé, mais également aussi de parler des facteurs de protection, de promouvoir les dépistages, dont on a parlé aujourd'hui, principalement au cancer du sein, mais pas que. Et ça, dans tous les publics, hein, milieu scolaire, c'est mes collègues qui se chargent, dans les écoles primaires, secondaires, supérieures. Si autour de vous, vous avez des écoles, vous avez envie qu'elles interviennent, n'hésitez pas à nous contacter. Grand public, j'en ai parlé, public vulnérable, public précaire notamment, et entreprises et collectivités quand j'interviens dans les entreprises. Des petites photos pour vous montrer que quand on dit qu'on est sur le terrain, on est vraiment sur le terrain, hein, dans les classes, dans les parkings, en plein air, en intérieur, et avec aussi notre colon tour dont on vous reparlera bientôt, parce qu'on va bientôt vous envoyer un mail pour voir si vous êtes intéressé pour accueillir cette structure. Et puis, les dates de nos prochains 13-14. C'est un rendez-vous qu'on veut régulier, hein, le plus possible. Si vous êtes là depuis le début, vous avez déjà suivi tous nos numéros sur Mars Bleu, sur l'alimentation, l'activité, la prévention solaire. Et d'ici la fin de l'année et au début de l'année prochaine, on aura encore le temps de vous parler du mois sans tabac, novembre, dès le début novembre, pour mieux comprendre les enjeux de cette lutte. L'alcool, dans l'année en beauté, on va dire, et surtout se préparer au défi de janvier, enfin au mois de décembre, et puis au début de l'année, un gros thème qui nous tient aussi à cœur, les aidants. Donc on aimerait pouvoir parler au moment où il y a la journée nationale des aidants, mais comme c'est déjà en octobre, pour ne pas surcharger le calendrier, on préfère y laisser toute la place que ce thème mérite et vous en parler dès le début de l'année. Si vous avez des questions, c'est le moment. On vous écoute. Une petite déjà. Alors oui, on nous a dit quelqu'un qui a participé au mois de mai sur la prévention solaire. Est-ce qu'on peut en visionner un replay? Donc, comme je l'ai dit au début, hein, on est en train de bien structurer toute notre offre et on a tout enregistré ces webinaires-là. On va bientôt les mettre
Quand je dis bientôt, c'est sans doute à partir du mois de novembre, que nos chargés de communication sont bien occupés aussi. On va tous les mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, d'ici la fin de l'année, vous aurez sur la chaîne YouTube du comité départemental du Haut-Rhin tous les replays des webinaires qu'on a fait depuis le début de l'année 2025. Donc, un tout petit peu de patience. Si d'ici là, vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On peut au moins vous envoyer le PowerPoint de cette présentation. Mais d'ici là, tous les webinaires, dont celui-ci, seront revisionnables en replay.